Bien, bonjour à tous. Merci bien sûr aux organisateurs et particulièrement aux professeurs Dayen et Villain de m'avoir invité sur cette session d'ophtalmologie pédiatrique. Je vois, Eric, qu'on rencontre à peu près les mêmes problèmes en consultation et j'ai eu à peu près la même réflexion que toi sur la circulaire qu'on a reçue la semaine dernière. Bon, on pourra effectivement en reparler tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, moi, je dois vous faire le point sur les réfractomètres à distance, qui sont des petits appareils qui sont maintenant disponibles depuis plusieurs années pour nos consultations. On va parler donc de l'intérêt et des limites. Je tiens à signaler que j'ai bien sûr aucun conflit d'intérêt avec n'importe quel laboratoire qui vend ce type d'appareil. Quelques exemples du coup sur le marché. En France, je pense que l'appareil prépondérant pour l'instant reste le plus Optix, qui est, je pense, le plus largement distribué donc par le laboratoire Abios. Il y a également le Vision Spot de Welch Allyn qui est distribué par Essilor, le Twin d'Adaptica et le SW800 qui est distribué par Sanotech. Voilà, il y en a d'autres également, mais c'est les principaux. Quel est le principe de ces appareils? Le principe est d'effectuer une réfraction à distance. Donc plus à distance effectivement que les réfractomètres portables comme le Retinomax, c'est-à-dire environ à 90 cm ou 1 mètre selon les appareils. La technique utilisée, c'est une photoréfractométrie plutôt que réfraction, donc une photoréfractométrie infrarouge excentrique. On va voir un petit peu le principe. En gros, on projette une image en lumière infrarouge à une distance constante, donc d'environ 1 mètre, et l'appareil va analyser le reflet pupillaire. Tous les appareils de réfractométrie utilisent les lumières infrarouges. Les appareils effectivement fixes vont étudier la défocalisation rétinienne via effectivement des faisceaux infrarouges qui sont projetés. Les appareils comme le Retinomax vont, eux, étudier la vitesse des rayons émergents infrarouges qui sont projetés également sur cet appareil. Là, on ne va pas étudier ces deux choses-là en infrarouge, mais on va vraiment analyser le reflet pupillaire, et cela se fait bien sûr de façon automatique. Finalement, cette analyse du reflet pupillaire, elle est un petit peu vieille comme le monde, puisque c'est exactement le même principe que la skiascopie. C'est-à-dire que l'image dans l'aire pupillaire va être différente selon la réfraction du sujet, avec une image droite en cas effectivement d'hypermétropie, une image inversée en cas de myopie, et on recherche effectivement un phénomène d'ombre en masse pour les métropies. La source lumineuse doit être absolument excentrée pour pouvoir analyser les données et avoir le moins possible d'erreurs réfractives. Voilà un petit peu pour le principe effectivement de ces appareils. Quels vont être finalement les intérêts de ces appareils? Vous verrez que moi j'en trouve beaucoup d'intérêts à ces appareils et on en verra également les limites. Alors, dans les intérêts, tout d'abord, la simplicité d'utilisation. Eric vient nous le dire, quand on a des enfants de moins de 3 ans, ce qui est quand même globalement très fréquent en consultation d'ophtalmopédiatrie, on est parfois un petit peu effectivement angoissé en se disant comment ça va se passer. Et bien finalement, avec ces appareils-là en dépistage, ça nous enlève quand même une épine du pied et ça peut faciliter vraiment l'examen. Tout d'abord parce qu'on se tient à distance de l'enfant. La mesure est extrêmement rapide, ça se fait en quelques secondes. Il y a bien sûr une cible attractive. On voit que chez les enfants, il faut qu'ils aient des choses attractives à regarder. Donc selon les appareils, c'est des choses différentes, des petits smileys à regarder ou des petites lumières. Il y a effectivement des petites musiques, oiseaux, ou d'autres petites musiques. Et l'examen, bien sûr, est facilement délégué et on voit surtout peut être utilisé par d'autres personnes que l'ophtalmologiste pour effectuer des dépistages. Il est donc du coup effectivement idéal pour les moins de 3 ans qui sont parfois difficilement examinables. L'intérêt principal également va être sur le dépistage de l'anisométropie qui en fait va être extrêmement fiable par rapport à une mesure sur un rétinomax non dilaté. Puisque la mesure se fait en bioculaire, c'est-à-dire que les deux yeux sont mesurés en même temps, donc c'est une mesure simultanée, avec bien sûr un phénomène accommodatif qui va persister, mais qui va être le même sur les deux yeux. Donc la fiabilité de la mesure de l'anisométropie est importante sur ce type d'appareil. L'astigmatisme, le cylindre est fiable sur les différentes études qui sont ressorties, alors il est plutôt effectivement parfois surestimé. Mais par contre, ce qui va être intéressant, ça va être l'axe de l'astigmatisme qui va être automatiquement mis en rapport avec la ligne bicantale. Et donc l'axe va être beaucoup plus fiable que parfois sur un rétinomax où on va avoir tendance à bouger un petit peu et où l'axe peut être effectivement parfois aberrant. Donc il peut être intéressant effectivement
de comparer les mesures au Rétinomax quand on a fait la cycloplégie et les mesures effectivement avec notre appareil qu'on aura fait avant la cycloplégie pour vérifier que les axes des astigmatismes soient cohérents. Et moi, je me fie plus à l'axe de l'astigmatisme de ces appareils qu'à celui de mon Rétinomax. Je l'utilise également moi en consultation pour le suivi des lunettes. Parfois, ça m'évite des cycloplégies chez les enfants plus grands où j'hésite à en refaire une. Si effectivement ma surréfraction avec ces appareils-là est bonne, je ne refais pas forcément de cycloplégie. Ça peut aider également chez certains orthoptistes qui n'ont pas forcément d'appareil pour vérifier les lunettes. Avec effectivement ce type d'appareil, on voit très vite s'il y a eu une erreur de prescription de lunettes ou une erreur par l'opticien, inversion œil droit, œil gauche, puisque les mesures vont effectivement apparaître aberrantes en surréfraction. L'intérêt peut également être dans le dépistage de strabisme, notamment de microstrabisme, où on a parfois un doute clinique. En fait, l'appareil va automatiquement regarder les reflets, la position des reflets cornéens par rapport au centre de la pupille, et donc va nous alerter sur un décalage ou une asymétrie importante au niveau des deux yeux. Ça n'empêche effectivement qu'il faudra toujours bien regarder par rapport à votre examen clinique, puisque ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des asymétries physiologiques, notamment des grands angles kappa, qui peuvent parfois nous dire qu'il y a un strabisme alors qu'il n'en existe pas. Autre intérêt, c'est qu'on va avoir effectivement la lueur pupillaire. Donc soit quand vous faites directement l'examen, on peut analyser la lueur pupillaire en direct, soit l'appareil vous donne également du coup le rapport avec la photo de l'enfant, selon les types d'appareils. Là, le plus optique vous le fait. Et donc on peut regarder s'il y a un trouble des milieux, donc une cataracte, un trouble cornéen. Et autre intérêt qui s'éloigne un petit peu du dépistage pédiatrique, ça va être sur la mesure de l'anisocorie. Alors on a d'autres appareils bien sûr qui nous permettent de mesurer la taille des pupilles, mais en pédiatrie, tous les appareils utilisés chez l'adulte sont bien sûr difficilement utilisables. Du coup, ces appareils-là nous permettent effectivement pour l'étude des anisocories, notamment chez les bébés, d'avoir un examen fiable et beaucoup plus simple, puisqu'on peut effectuer des mesures photopiques et scotopiques. Et on sait effectivement qu'une anisocorie physiologique, on va retrouver la même différence de taille de pupille en conditions photopiques et scotopiques, et ça nous évite donc des examens complémentaires inutiles et surtout d'inquiéter les parents inutilement. Bon, donc beaucoup d'intérêts, mais il y a également des limites. C'est-à-dire que finalement, quand ces appareils sont sortis, on nous a dit oui, c'est un réfractomètre à distance, donc c'est simple d'utilisation, mais il y a surtout beaucoup moins de phénomènes accommodatifs. Alors attention, ça ne remplace absolument pas une cycloplégie, ça ne supprime absolument pas tout problème accommodatif, ça le diminue, mais ça ne l'enlève pas complètement. Il y a donc effectivement une large sous-estimation de la sphère. Toutes les études qui montrent résultat Rétinomax dilaté, donc Rétinomax plus Quiacol versus plus Optix non dilaté. Le Rétinomax plus Quiacol est bien sûr bien plus fiable. Ça surestime également, comme je vous disais, certains astigmatismes. Donc ça ne remplace absolument pas une cycloplégie. Donc en diagnostic, on va être plus sur du dépistage que sur du diagnostic. L'étendue des mesures également va être limitée par rapport aux autres appareils standards. Comme je vous expliquais, on est sur une photoréfractométrie qui est excentrique. Donc on est limité par la surface du croissant lumineux et donc de l'étude de cette lueur pupillaire. Plus la surface du croissant lumineux va être importante, plus l'erreur réfractive sera importante. Du coup, pour éviter effectivement qu'il y ait une trop grande surface de ce croissant lumineux, il faut excentrer au maximum l'image infrarouge projetée et on va être limité par ça sur les appareils, puisque si on veut augmenter effectivement le degré d'amétropie mesuré, il va falloir augmenter l'excentricité des images projetées. Finalement, l'étendue des mesures est peu importante par rapport au réfractomètre standard. Il y a une petite erreur là pour le Twin. C'est 5 dioptries, c'est pas 15 dioptries, donc la sphère et le cylindre, ça va jusqu'à 5 dioptries. Donc vous voyez qu'au maximum, on est à 5 ou 5,5 dioptries selon les mesures. Donc on peut être limité effectivement, notamment nous en strabologie, sur les forts hypermétropes. Et puis les limites vont être aussi sur les conditions d'examen, c'est-à-dire que vu qu'on analyse la lueur pupillaire, la taille de la pupille va être importante, je vous ai expliqué. Quand la taille de la pupille va être trop grande, on va avoir un problème de taille d'analyse de l'image avec du coup des erreurs réfractives beaucoup plus importantes.
Et donc, la taille maximum est limitée à 8 mm. Donc, pour l'instant, les examens dilatés passent, mais sont parfois peu précis. Pareil, il faut également une taille minimum de pupille pour avoir effectivement une image de lueur pupillaire analysable. Donc, il faut faire attention effectivement aux conditions d'éclairage quand on fait ce type d'examen. Bon, en ophtalmologie, globalement, on est plutôt en semi-pénombre, donc ça pose peu de problèmes. Les petits messages du coup à ramener, bien sûr que ces appareils à distance ne remplacent pas une cycloplégie, c'est pas un ski à colle. Il faut continuer à faire des cycloplégies, c'est évident. Par contre, je pense qu'il a une place prépondérante en dépistage, donc peut-être effectivement en cabinet d'ophtalmologie, mais je pense qu'actuellement, et les recommandations qu'on va voir juste après, poussent à ce que le dépistage des enfants sans problème sous-jacent soit fait chez l'orthoptiste ou chez des personnels non ophtalmologistes. Donc je pense qu'effectivement, c'est très utile dans des cabinets aussi d'orthopsie pour le dépistage, puisque finalement, un enfant chez qui les principaux facteurs de risque, si vous voulez, d'amblyopie vont être les antécédents familiaux de strabisme, les antécédents de lunettes dans la famille, les antécédents de prématurité. Tout cela vont être adressés chez l'ophtalmologiste directement. Dans une population qui n'a pas ces critères-là, ce dépistage avec ces appareils à distance vont permettre justement de rechercher d'autres facteurs amblyogènes, des troubles réfractifs, des troubles des milieux et des problèmes de strabisme. C'est rapide, c'est simple, c'est délégable. Et effectivement, en dépistage, du coup, ça a pleinement son utilité. Ça peut finalement aussi aider, comme je vous expliquais, en diagnostic, donc plus chez l'ophtalmologiste, pour l'anisométropie, pour l'axe de l'astigmatisme. C'est fiable dilaté, mais pour les faibles amétropies, je vous expliquais, par rapport à cette taille de pupille. Et ça peut parfois éviter des examens pénibles chez des patients difficiles, en pédiatrie, que ce soit les moins de 3 ans ou des patients avec des pathologies neurologiques ou des troubles du comportement. Ça nous sauve parfois de situations difficiles où avant on les contentionnait, on se mettait à 4 pour les examiner, ou parfois on allait jusqu'à la sédation et l'anesthésie générale. Ça nous simplifie quand même globalement la vie. Et je l'utilise effectivement, comme je vous disais également, dans le suivi réfractif avec une surcorrection sur les lunettes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.